À partir d'une image en noir et blanc, il est mathématiquement impossible de retrouver les vraies couleurs. Et pourtant, des intelligences artificielles y arrivent. Le problème, c'est que la couleur n'est pas une vérité. À partir d'un pixel gris, il n'existe pas une seule bonne couleur, mais une infinité de possibilités plausibles. Donc ce que fait cette IA, ce n'est pas retrouver la réalité, c'est produire une illusion suffisamment crédible pour tromper ton cerveau. Dans cette vidéo, je te montre comment j'ai construit une IA qui ne voit que du noir et du blanc, mais qui apprend à deviner des couleurs réalistes. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Bon, 9 mois depuis ma dernière vidéo, il était grand temps que je me remette au travail. Pour être 100% honnête, j'avais déjà commencé un autre projet d'IA évolutive, mais le code était fait en Python, et comme moteur de jeu, Python, c'est pas top. Mon PC ne suivait plus, impossible de continuer sur cette lancée, et j'avoue que l'idée de tout recoder en C++ ou sur Unity m'a quelque peu refroidi. Résultat, le projet est parti à la poubelle, et la vidéo avec. Aussi, j'avais envie d'arrêter avec les mutations aléatoires et la sélection naturelle pour enfin apprendre la descente de gradient. Je voulais un projet qui soit assez visuel pour YouTube, avec un gros terrain de narration et des règles fondamentalement imparfaites pour pouvoir utiliser du deep learning. Et coloriser des images, c'était le projet parfait pour ça. Parce que ça va me forcer à utiliser des choses que je ne connais pas encore. C'est un concept qui a été peu fait sur YouTube, et surtout, c'est un problème qui est intrinsèquement ambigu. Il n'y aura pas de bonne réponse, et c'est ça qui va être intéressant. Et c'est justement cette ambiguïté qui va mettre en défaut mes approches les plus naïves. Avant de commencer, il faut comprendre une chose essentielle, mon IA ne voit pas les couleurs. Dans le système RGB, la couleur et la luminosité sont complètement mélangées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une image et la transformer pour pouvoir travailler dessus dans un espace chromatique qu'on appelle lab. Et pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de travailler en lab, il faut d'abord comprendre pourquoi le RGB est un piège. En RGB, un pixel plus clair, c'est pas juste un pixel avec plus de lumière, c'est un pixel avec plus de rouge, plus de vert et plus de bleu. Donc si je demande à mon IA de prédire directement du RGB, en fait je lui demande en même temps de me prédire les couleurs et de me reconstruire la structure de l'image. Le problème, c'est que ces deux aspects n'ont pas du tout le même niveau de certitude. La structure de l'image, elle est là, elle est visible dans une image en noir et blanc. Et c'est pour ça que je vais travailler en lab. Parce que cet espace, il sépare clairement les deux. Le L contient presque toute l'information de structure, et A et B vont contenir la couleur. Et avec ce simple changement, je ne demande plus à mon IA de tout réinventer. Je lui donne ce dont on est sûr, le L, la structure de l'image, et je la laisse se concentrer sur ce qu'on veut réellement, le A et le B, la couleur. Donc non, passer en lab n'est pas un détail technique, on vient de changer tout l'angle du problème. Au début, j'essaye très simple. Un petit réseau de neurones, quelques couches, juste pour voir si ça fonctionne. Et très vite, je comprends un truc qui va être fondamental pour la suite. Une image, c'est pas une liste de pixels indépendants. C'est une structure en 2 dimensions, des zones cohérentes, du contexte. En fait, un pixel seul, ça ne veut rien dire. C'est son voisinage qui va lui donner du sens. En fait, ça va même plus loin que ça. La couleur d'un pixel dépend directement ou indirectement de tous les autres pixels qui composent l'image. C'est là que j'arrive à la conclusion qu'il va me falloir un réseau convolutionnel. Et c'est là que j'ai introduit une architecture qu'on appelle UNet. Si on simplifie ce modèle, il est décomposé en 2 parties. L'encodage, la partie qui comprend la structure de l'image en la compressant, le décodage qui va permettre de reconstruire l'image, et à ces 2 parties, on vient ajouter ce qu'on appelle des skip connections. Ce sont des connexions directes entre les 2 parties, et ça va nous permettre de remonter les détails spatiaux de l'image. Bon, sur le papier, tout est bon. Je lance mon premier entraînement, le résultat arrive, et là, c'est la déception. Les images qui ressortent sont fades, elles sont ternes, marron. Un espèce de sépia permanent. Et pourtant, techniquement, le modèle apprend. En fait, mon algorithme, il minimise une fonction de perte qu'on appelle L1. Pour faire simple, L1, c'est une règle qui dit à l'IA, pour chaque pixel, essaye de te rapprocher le plus possible de sa valeur réelle. Mais en fait, c'est justement ça le problème. Quand il y a plusieurs réponses possibles, être le plus proche ne veut pas dire être juste. Ça veut dire être prudent. Et quand une IA choisit d'être prudente, eh bien elle choisit la moyenne.
Et la moyenne des couleurs possibles, ça donne un truc pas beau, ça donne un truc fade. Ce n'est pas un bug, c'est une conséquence directe du problème. Quand il n'y a pas de vérité unique, l'exactitude pousse toujours vers la moyenne. Alors je tente autre chose. J'introduis un GAN, un Generative Adversarial Network. Le principe, il est très simple. Notre modèle, le générateur, va créer des images. Un autre, qu'on appelle le discriminateur, doit dire si ces images ressemblent à de vraies photos. Et sur le papier, c'est beaucoup mieux. Je ne demande plus à l'IA d'être exact pixel par pixel, je lui demande d'être crédible. Mais en pratique, c'est beaucoup plus fragile que ça. Parce que le discriminateur, c'est le seul juge. C'est lui qui va dire au générateur « ok ça va » ou « non ça ne va pas ». Et s'il devient trop fort trop vite, alors le générateur n'apprend plus. A l'inverse, s'il est trop faible, trop tolérant, il va laisser passer n'importe quoi. L'entraînement d'un GAN, c'est donc un équilibre. Et même quand cet équilibre tient, il reste un gros problème. Le générateur peut encore s'en sortir en restant neutre. Il ne choisit pas vraiment une couleur plutôt qu'une autre, il choisit ce qui fait le moins réagir le juge. Donc résultat, encore une fois décevant, un GAN seul ne suffit pas à forcer un vrai choix. Le vrai tournant du projet, il arrive ici, quand je réalise que je ne pose pas la bonne question. En fait, je ne devrais pas seulement demander « est-ce que ces pixels sont exacts ?», je devrais surtout demander « est-ce que cette image ressemble à une vraie pour un humain ?» Et c'est là que j'introduis une nouvelle fonction de perte qui est appelée LPIPS. Contrairement à L1, LPIPS n'est pas une perte pixel par pixel. C'est une mesure de similarité perceptuelle qui est calibrée sur la perception humaine. En clair, elle mesure si deux images se ressemblent visuellement, pas si elles sont identiques numériquement. Et après plusieurs essais, j'arrive à combiner les trois fonctions de perte. L1 apporte la stabilité, GAN la pression du changement, LPIPS la cohérence visuelle. Et là, ça y est, tout change. Les couleurs deviennent plus affirmées, le rendu enfin crédible. Il n'est pas parfait, loin de là, mais au moins acceptable. À ce stade, le modèle, il fonctionne. Mais l'entraînement, il est devenu super lent. Et c'est pas seulement mon matériel le problème. Le vrai problème, c'est que mon code, c'est devenu un gros bazar. J'ai codé des morceaux à droite à gauche et tout est en bordel. LPIP, c'est une fonction de perte hyper lourde et en plus de ça, j'ai augmenté la résolution des images. Résultat, actuellement, il me faudrait attendre 3 jours. 3 jours à chaque fois que je veux un résultat de mon programme. Donc j'arrête de rajouter des fonctionnalités et je passe plusieurs jours à faire ce qu'on ne montre pas, nettoyer et optimiser mon code. Je vous épargne la longue liste d'optimisation, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que je suis passé d'un test de 32 secondes par époque à moins de 12 secondes. Maintenant, il me manque un dernier ingrédient pour satisfaire mon ego, des statistiques. Donc je mets en place un système de log ultra complet qui me permet de tout traquer de A à Z. Le temps par batch, l'utilisation du GPU, les métriques PSNR, SSIM, delta E, LPIPS, je mesure tout. Peut-être que ça ne servira à rien, mais au moins je pourrais me dessiner de jolis graphiques. Oui, c'est moi, 3 mois après, qui suis toujours sur le montage de cette foutue vidéo. Il y a 2 possibilités pour le plan qui va suivre. Soit vous aurez ces fameux graphiques, ce qui voudra dire que j'y ai littéralement passé des heures, soit vous n'aurez rien, parce que j'ai abandonné. Voilà, bisous. Voilà le résultat final. Quand la structure de l'image est claire, le réseau s'en sort pas trop mal. Et quand elle ne l'est pas, eh bien il devine. Et comme il ne comprend pas le sens des objets, ces hypothèses peuvent être crédibles ou complètement à côté. Ces images ne montrent pas que l'IA sait faire. En fait, elles montrent l'inverse, que l'IA ne peut intrinsèquement pas savoir.
Cette intelligence artificielle ne comprend rien, elle ne sait pas ce qu'est un ciel, ni une peau, ni un objet. Elle ne fait que deviner ce qui statistiquement pourrait fonctionner. Pour aller plus loin, il faudrait apprendre à mon IA le sens des objets qu'elle voit. Mais ce projet prouve déjà une chose, la crédibilité peut exister sans aucune compréhension.